Revisitons le siècle de Louis XIV. Avant que les dames de Saint-Cyr n'en prennent possession, l'abbaye de Saint-Denis était dirigée par une vingtaine de religieux responsables, appelés prévôts. Prévôts au sens de magistrat, l'abbaye étant investie de la haute, moyenne et basse justice. Les responsabilités des moines prévôts pourraient nous sembler curieusement réparties. Pourvoyait au réfectoire des moines le saigné pour le dessert toute l'année, les pois et les fèves et 11 repas de fromage. Le panetier fournissait le pain, le courtelier les légumes, l'hôtelier et l'infirmier la cuisine grasse, le sellerier le vin, le miel et le sel, le chevelier l'huile d'olive. La cuisine conventuelle, notre sujet, cuisine maigre, était dirigée par le religieux cuisinier, appelé donc prévôt de cuisine ou grand cuisinier, chargé d'approvisionner le réfectoire en poissons, poissons frais, et harengs le jeudi saint. Les eaux de la Seine étaient alors très poissonneuses. Ablettes, tanches, gardons, brochets, carpes, barbeaux, anguilles, lamproie, brème. Le saumon y était commun. Au grand cuisinier revenait la juridiction des droits exclusifs de pêche sur les 9 lieues de l'eau de l'abbaye. Nul ne peut pêcher sans l'autorisation du cuisinier, et dans tous les cas réservé à sa consommation personnelle, sauf gardons, brochets et petites anguilles. Il y avait un véritable engouement pour cette espèce. Défense aux pêcheurs de vendre les produits de sa pêche, autres qu'aux grands cuisiniers. Quiconque pêchait dans les eaux de l'abbaye un de ces grands poissons de mer qui suivent comme fascinés le sillage des nefs, ou quelques poissons de rivière remarquables par sa beauté ou exceptionnels par son poids, devait immédiatement l'expédier au grand cuisinier. Ce n'était pas un don gratuit, mais une priorité d'achat. Le prévôt de cuisine accordait les permis de pêche, pêche à la loutre, à la ligne ou aux engins. La loutre servait à effrayer et repousser les poissons vers le filet. Cette pratique perdure au Bangladesh. Raréfaction de l'espèce ? La loutre étant considérée comme un redoutable prédateur. Différencions les pêcheurs à la ligne ou à verge des pêcheurs à engin ou à filet, toute méthode qui avait peu évolué au cours des siècles. Les pêcheurs à la ligne ou à verge, de par le faible rendement de leur activité, étaient de pauvres gens. Ainsi pouvaient-ils lancer leur ligne à partir d'une plateforme, le marchepied, installée à 1 pied de la berge, avec le droit d'utiliser la truble, épuisette à mailles serrées, de la mi-avril à la mi-mai. Activité précaire, toujours pratiquée au port au début du XXe siècle, comme loisir. Plus productive, la pêche à engin ou filet. Les uns dormant, immobiles, tels le gore, 2 rangs de perches plantées à demeure au fond de la rivière, en travers de son cours, dont l'angle intérieur est bouché par un verveux. L'abbaye comptait 48 gores, dont celui de la loge. Dans les comptes de l'abbaye, scrupuleusement tenus, nous apprenons que la vente de poissons de rivière y donna en 1240 une recette de 150 livres tournois. Parmi les engins mobiles, la plus commune était la seine, sorte de grande nappe à mailles serrées, traînée par 2 barques navigant de concert, et d'un bon rapport. Le verveux, composé d'un sac en filet, de forme conique, soutenu par des cercles en osier et garni à l'intérieur de goulets, la nasse, sorte de panier à claire-voie, joue un rôle important, posé le soir et relevé le matin. Philippe le Bel, le premier au XIIIe siècle, eut le souci de préserver les ressources des rivières. Philippus Dei gratia francorum rex. D'après cet extrait du capitulaire de la bibliothèque de l'abbaye de Sainte-Geneviève. Lundi après Pâques 1289,
Philippe le Bel, roi de France, par la grâce de Dieu, se plaint du dépeuplement des rivières par suite de l'astuce des pêcheurs et de l'invention de nouveaux engins, de la cupidité qui empêche les poissons d'arriver à leur développement et qui, de ce fait, défendent de servir l'alimentation, et ainsi, par la même cause de la cherté, se fait au détriment des pauvres. Les juges seront donc chargés de rechercher les filets prohibés, de les brûler et de punir les auteurs d'amendes convenables. Le poisson frauduleusement pêché sera distribué aux pauvres. Que l'on ne puisse pêcher à engin de filet de quoi la maille ne soit du roi. Obligation est faite pour tous les pêcheurs d'utiliser leur filet au moule royal, c'est-à-dire de respecter les dimensions de maille suivant l'espèce pêchée. Morale ou pas, la dénonciation d'une infraction est récompensée. Le délateur touchera le tiers de la contravention infligée aux pêcheurs, enfreignant l'injonction royale. Philippe le Long et Charles V renouvellent les ordonnances royales et paternelles sur la police fluviale halieutique, que tous les rois suivants reprendront, changeant les formules, mais développant une même base. Colbert rédige ainsi, en 1668, une ordonnance réglementant les activités des pêcheurs. Quelques 42 articles fixant les périodes de pêche, la taille et le type de poisson, la largeur des mailles suivant l'époque. Il est enjoint à tous les pêcheurs de revenir en leur maison et défense à eux de pêcher les samedis après les derniers coups de vêpres sonnés, à peine de 40 sols tournois d'amende. L'article 39 enjoint à tous les pêcheurs d'assister aux assises de l'abbaye où sont réglés les problèmes entre pêcheurs. Entre autres, quand les pêcheurs de l'île de Saint-Denis se plaignent que ceux qui demeurent de Chatou au Pec se servent de filets défendus, dont la cliquette, sorte de filet dont le cliquetis attire certains poissons. Certains autres se servent de sacs de chaux vive, qui, trempés dans la rivière, en se diluant, aveuglent le poisson. Au début du XXe siècle, les archives communales font état d'une scène cloaque, ruinant faune et flore. Les efforts pour y remédier semblent porter leurs fruits. Aujourd'hui, on note la réapparition du saumon.